Tu fais si tard devant ton ordinateur? Je suis chef d'entreprise. À ton âge, c'est possible ça? Le mois dernier, j'ai rentré 2400 €. Et c'est plus que ce que mon père gagne. C'est quoi ça? C'est pour ça que tu veux pas lui en parler? C'est parce qu'il m'a pas soutenu. Je suis pas une victime, moi, je me ferais pas exploiter. Pour faire exploiter les autres, c'est ça qui t'intéresse? Tu sais comment je paye ce que tu manges en ce moment? Avec l'argent que Jules gagne. Un ado surdoué, contré par un père brutal. Virginie Lemoine pourra-t-elle les réconcilier? Demain à 20h40 sur France 3. Retrouvez la fiction du samedi sur France 3 avec les magasins Spar. France 3. Bonsoir et bienvenue en direct de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Nous sommes installés dans l'ancienne base sous-marine. Une base sous-marine qui commence à revivre puisque pas très loin d'ici, dans une autre alvéole, se trouve un musée particulier qui vous emmène revivre le temps des paquebots qui porte le joli nom de Escale Atlantique. Et puis un peu plus loin, dans une autre alvéole, depuis 2 ans, la mairie a installé une salle de concert. Une salle de danse, une salle de musique classique que le classique aime beaucoup puisqu'il y a une résonance très particulière dans ces alvéoles. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas chanter. Tout ça, c'était pour vous situer le décor. Mais Loïc, il y a beaucoup de choses ce soir dans Thalassa. Bah oui, comme d'habitude à Thalassa, on va essayer de vous proposer des rencontres intéressantes de préférence, avec des bateaux et des hommes et la mer au milieu. Alors du côté des hommes, eh bien, un portrait d'écrivain. Il y en aura d'ailleurs plusieurs dans cette émission, des écrivains. Lui, il s'appelle Patrick Deville, il habite à Saint-Brévin-l'Océan, c'est de l'autre côté là-bas, mais pas loin. Et ici à Saint-Nazaire, il s'occupe de la maison des écrivains. Il a les pieds ici, la tête ailleurs. Et puis, puisqu'on parle de voyage, eh bien, on embarquera également sur le Belém. Alors le Belém, je vous le présente pas, c'est un bateau complètement magnifique, c'est le dernier grand voilier... Port d'Attache Nantes. Port d'Attache Nantes, le dernier grand voilier de commerce français du 19e qui navigue encore. Et vous allez en découvrir ce soir les coulisses carrément. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et puis Véronique, d'un littoral à l'autre, nous allons partir très loin dans l'océan Indien. Oui, nous partons à Madagascar, dans l'océan Indien, à la rencontre des travailleurs du sel, dans le sud-ouest de l'île. Alors c'est une activité que l'on connaît bien ici, avec les salines de Guérande, mais vous verrez que les conditions de vie sont totalement différentes là-bas. Et avant de partir sur le sentier du littoral, je voudrais vous dire que vos réactions à la diffusion des enfants perdus de Nebourg la semaine dernière, il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions. Il est donc normal que tout à l'heure nous fassions le point en présence d'une personne que nous avons invitée qui participe à l'association. C'est une bénévole de cette association que Daniel Grand-Clément a rencontrée à Hambourg. Ce sera pour tout à l'heure. Restez donc avec nous. Pour l'instant, Béatrice, sentier du littoral, ça vous revient aujourd'hui? Eh oui, c'est parti. Alors là, on a carrément passé une frontière. Nous voilà au Nord-Loire, comme dit la météo. Et je dirais même plus, nous voici en Bretagne. Quoi qu'en disent certains, la Bretagne historique, Il paraît que géologique. c'est en train de changer. C'est la Bretagne. Alors on n'a pas vu de chapeau rond, mais on a mangé des crêpes. Et vous allez voir donc ce littoral qui va nous conduire de Saint-Nazaire jusqu'au golfe du Morbihan, en passant par des criques, des côtes en granit, des marais salants, des longes plages et des tas de gens intéressants. Alors le départ, c'est ici, une ville-port, et on va mettre le pied avec l'œil tout émoustillé sur le sentier de la Côte d'Amour. C'est parti. Une vraie ville-port, c'est comme ici, quand le port est dans la ville et autour de la ville. Subjuguant les grues, les portiques, les paquebots mirifiques.
Allez, fini de traîner sur les quais, ça peut être dangereux. Nous avons rendez-vous au bord de l'eau avec une sentinelle du littoral de Thalassa. Il s'appelle Christophe de Dieu, il est saint-nazérien et il nous a envoyé des photos du coin. Ça tombait bien. Bonjour. Donc vous êtes Christophe? Oui, on va aller par là, Oui. sur le sentier. Allez. Christophe vient là 2-3 fois par semaine, décompresser avant ou après le boulot. Le sentier de la Côte d'Amour commence ici, au quartier de Villers-Martin. C'est toujours le même, depuis toujours. Sinon, ça bouge pas. À part quelques pêcheries qui ont disparu, qu'il y avait ici, à droite, à gauche. Sinon, non, c'est toujours pareil. C'est bien que ce soit toujours pareil? Ah ouais, j'adore, ouais. Comme ça, au moins, il n'y a pas de promoteurs qui nous font des grands bâtiments et tout. Pas d'autre objectif à notre balade que celui de l'appareil photo. Vive le numérique. Ça fait quoi, un an que j'ai l'ordinateur, alors c'est une nouvelle passion parce qu'avant c'était dans des albums. Puis bon, j'en envoie sur des sites de marine sur internet. C'est un besoin comme ça de me balader avec mon appareil photo. Je suis content quand je vois que j'ai fait une belle photo, je suis content. Allez, j'en prends une en souvenir. Zut, raté le chien. Première station balnéaire en quittant Saint-Nazaire, Saint-Marc-sur-Mer et ses nombreuses plages. L'une d'entre elles a un air de vacances qui résonne dans les oreilles. En 1951, Jacques Tati choisit cette plage parmi toutes de Hendaye à Dunkerque parce qu'elle réunit tous les ingrédients nécessaires aux vacances de Monsieur Hulot. La mer, l'hôtel, la plage, quelques rochers, le pittoresque. Ces rochers, ces petites voiles blanches, tout ça, c'est vraiment joli. Qu'est-ce qu'on aperçoit là-bas? C'est Saint-Nazaire? De Saint-Nazaire à la Baule, le littoral est presque aussi construit que celui du Var. Essentiellement de belles villas, jusqu'à l'arrivée de ce qu'on dit être la plus belle plage d'Europe. La Baule et son parfait croissant de 9 km de sable fin, bordé par quelques villas coincées entre les immeubles modernes. Puis les rochers reviennent jouer avec la mer, la Côte d'Amour se fait sauvage. Bas sur mer et un frisson, je revis l'écœurement d'il y a 9 ans. La marée noire de l'Erika, Noël 1999. C'était un carnage. Tous les rochers étaient noirs, des bennes partout, le sable, des boulettes partout. Le fioul lourd a recouvert des dizaines de kilomètres carrés. Épouvantable. Tous les rochers étaient recouverts et tout, c'était horrible. Bas est l'épicentre de la catastrophe. Il y a eu heureusement beaucoup de gens qui ont rendu service pour retirer toute cette saloperie. 9 ans plus tard, plus une trace en apparence, la nature a joué son rôle et fini de lessiver les rivages. Mais dans les mémoires, le traumatisme écologique est resté imprimé. Une conséquence positive, la prise de conscience. Pour Gilda Buron, la mentalité des habitants, des travailleurs, des visiteurs du littoral a évolué. Aujourd'hui, ils sont vigilants par rapport à ce littoral. Je pense aussi qu'ils le redécouvrent également. Il est plus à nous qu'avant. En fait. Quelque part, oui. Compte tenu de ce que les gens ont trimé, ont vécu ici, ça a été des charges émotionnelles fortes quand même. Je pense qu'effectivement, ils se le sont réappropriés. Oui, certainement. Certainement. Magnifique. C'est quand même un des plus beaux coins de la planète. Gilda Buron est un basin pure souche, historien, sociologue, ethnologue. Il est aujourd'hui le conservateur du musée des Marais Salants. La presqu'île guérandaise est le premier site français de production de sel artisanal. 345 paludiers y cultivent 1 millier d'hectares. Cet espace sensible exige de rester libre d'urbanisation pour produire du sel de qualité. Le sel de Guérande est devenu l'image de la région, un emblème à double tranchant. Il y a une espèce d'effet de jeu pervers, finalement, on pourrait le dire comme ça, entre ce que produit en termes qualitatifs ce territoire, en termes de bonne image. Ça donne envie aux gens de découvrir ce qu'est la qualité du territoire, la qualité de vie ici, mais peuvent contribuer à altérer cette qualité. Donc il y a un équilibre à trouver entre finalement une production primaire traditionnelle et puis une activité de tourisme qui viendrait ici en surnuméraire par rapport aux besoins réels du territoire.
À Bas-sur-Mer, difficile de résister à la tentation, la curiosité de pousser la porte d'une immense salorge, un ancien grenier à sel. Une usine fantôme, abandonnée depuis des décennies. Le dernier vestige d'une activité, le lavage du sel. Un siècle de sel et des milliers de tonnes ont rongé cette machine révolutionnaire qui éliminait les particules d'argile. Il ne reste plus que le squelette du lavoir à hélice. Précieusement démontée, la laverie va s'offrir un lifting. En 2011, elle sera de retour ici même dans le futur centre d'histoire et d'ethnologie du sel atlantique. Joli lever de soleil ce matin sur le trait du Croisic pour aller pêcher les coques avec Pascal Chelet. Joli, mais glacial. Alors, on va aller voir la pêche d'aujourd'hui. Le trait, c'est 800 hectares d'espace à marée basse. Le quart est exploité par les professionnels des coquillages qui, tous les jours, vont à la pêche. Là, vous dites qu'ils pêchent ? Oui. Oui, ils pêchent des animaux qu'on a ensemencés un an et demi avant. Et alors, ces coques ? Elles sont vraiment en surface. Là, je suis en train d'en déterrer un. Hop, là, le voilà. Elles sont à quelques centimètres sous la surface. Ah oui. Et l'été, quand on marche pieds nus, on sent le bombé du petit coquillage sous les pieds. C'est vraiment en surface. Et les palourdes ? Les palourdes, elles, ont un cerveau sans doute un peu plus évolué, puisqu'elles sont capables de régler leur profondeur si elles se sentent agressées par trop chaud ou trop froid. Donc la profondeur de la palourde, la réponse, c'est ça dépend. Ça marche bien, hein ? Ces pêcheurs professionnels ont plutôt l'air d'agriculteurs avec leurs gros tracteurs. Au Croisic, 15 entreprises conchilicoles produisent 1500 tonnes de coques, mais aussi des palourdes, des huîtres et un peu de moule. Si la technique est la même que celle des maraîchers, il y a une différence capitale. Ici, le jardin n'est accessible qu'autour de la marée basse. Bon, là, on est sur la terre ferme et dans 2 heures, il y a 2 mètres d'eau. Un bon parc, c'est un parc plan et sableux. Alors quand on regarde le trait du Croisic, il est quand même plan et sableux. Donc on est dans le paradis de la coque. Et des éleveurs de coques. Et des éleveurs de coques. Le paradis de la conchiliculture, donc, est aussi derrière de la saliculture, mais à une condition, que la matière première, la mer, soit toujours de la meilleure qualité. Une femme dans l'eau, là-bas, jusqu'à mi-cuisse, c'est sûrement Catherine Pontreau, qui travaille au laboratoire de biologie marine de Cap-Atlantique, la collectivité territoriale. Bonjour. Elle est bonne ? Elle est à 7 degrés. Wow. C'est à peu près la température extérieure. Tous les 15 jours, elle prélève des échantillons d'eau de mer et de coquillages pour la surveillance sanitaire menée avec la DAS et l'Ifremer. Objectif ? Traquer les nitrates, phosphates, bactéries, tout risque de pollution de la terre ou du large. Je crois qu'ici, essentiellement, c'est les pollutions d'origine marine, on va dire, cette fois-ci. Ceci étant dit, on n'est pas non plus à l'abri d'une casse de réseau assainissement. Mais dans ces cas-là, nous avons, nous, des protocoles qui nous permettent rapidement de cerner la pollution, de la contenir et de la régler rapidement. Allez, un coup d'œil sur l'autre face du Croisic, côté sauvage. Stupeur, une tête à la mer, dans une eau à 7 degrés. Noyade, hypothermie, vite la secourir. Une naïade sort de l'eau, radieuse, ravie. Et comment vous faites une chose pareille ? Facile, on rentre dedans, c'est tout. Elle est bonne ? Elle est excellente. Oh non, vous ne pouvez pas croire ça. Excellente, si. Ça fait un bien fou. On se sent vivant. C'est mieux que de rester sur le canapé devant la télé où on est un peu ravoleux. Bon, vous avez compris, hein. Faut profiter du bienfait de la mer. Et pas qu'à la télé, Zoo Pixel, va la goûter. Non, pour aujourd'hui, il préfère la mer du canapé. Ah oui, je te comprends. Mais quelquefois devant une caméra, il fait aussi froid que dans l'eau. Avec nous ce soir, Jean-Bernard Pouy,
Bonsoir. Vous êtes auteur, romancier, auteur de polar, et à l'origine de ce personnage un peu étrange dit le Poulpe. Vous n'êtes pas né à Saint-Nazaire et pourtant vous êtes amoureux de cette ville. Moi j'aurais voulu savoir pourquoi. Il y a eu, dans les années 85, un peu après, dans les années 90, un festival ici de littérature populaire, donc qui s'appelait en plus Sang, délit de sang, délit d'encre, enfin la préfecture a essayé de nous faire changer le nom, et qui pendant 10 ans a été un festival absolument extraordinaire, c'est-à-dire sans beaucoup de moyens, mais avec une ambiance, il y avait le théâtre, on a fait des courses de vélo, il y a eu des accidents quand même, parce que les auteurs sont Des accidents de vélo Des accidents de vélo, oui. Je suis arrivé 3e, moi je m'en souviens. Enfin, il y a eu c'était une fille qui s'appelait Sylvette Magne qui avait organisé ça, qui maintenant s'occupe du Fadal. Et ça a été, il y avait eu des gros festivals avant à Grenoble, et ça a été tout d'un coup un moment de rendez-vous que personne ne voulait louper. Et ça a donné naissance à beaucoup d'écritures ? Ça a donné naissance d'écriture. Alors moi, du coup, moi je connaissais un peu Saint-Nazaire avant, mais du coup, je me suis un peu, pas implanté là, mais j'y suis revenu souvent. Et on a fait beaucoup d'ateliers d'écriture, d'interventions littéraires, scripturales, comme on dit maintenant, sur le coin. Et c'est une ville dont on tombe amoureux, parce que c'est pas, on ne vient pas faire systématiquement du tourisme ici, quand même, il faut bien le dire. Bon. Oui, mais attendez. Là, on est dans l'ancienne base sous-marine. Moi, je vous propose de prendre un peu de hauteur. Je vais vous montrer un autre coin de Saint-Nazaire en compagnie de Véronique. C'est toujours un peu décalé ce qu'elle raconte. Bon, il a le temps de finir le bateau parce que la négociation, je pense, va être très longue. Alors le chantier de Saint-Nazaire, c'est quand même le cœur de la ville. C'est un chantier important. C'est un chantier où nous sommes, nous, Thalassa venus souvent. Ce sont des monstres. Vous en avez vu sortir un, vous m'avez dit. J'en ai vu sortir plusieurs. Et ce qui est toujours étonnant, c'est que j'ai vu des ouvriers, des soudeurs, qui ont travaillé donc pendant au moins un an sur le bateau, pleurer sur le quai quand ils voient le bateau partir. Et ils ont leurs camarades à bord qui terminent, parce que c'est pendant la traversée que les finitions sont faites, mais ils pleurent parce qu'ils disent, Saint-Nazaire, il y a une espèce de malédiction et de poésie en même temps, c'est un port où les bateaux partent et ne reviennent jamais. Et donc ils sont très, très tristes de ça, toujours. À vous lire, en fait, on imagine que c'est pas les villas, le tourisme, les belles plages qui vous plaisent. Vous, c'est quelque chose de plus proche de ce qu'on vient de voir des chantiers ici. Il ne faut pas oublier quand même que Saint-Nazaire est la ville d'Aristide-Briand, donc on peut dire que c'est la social-démocratie, mais c'est surtout la ville de Fernand Peloutier, c'est-à-dire l'anarcho-syndicalisme. Alors c'est vrai que les grèves ici, c'est toujours les CRS, on en a vu quand même nager dans le bassin, là à côté, souvent. Donc c'est une ville où il y a une mémoire ouvrière, où il y a une pratique ouvrière très 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 forte. Bon, alors, qui évolue, bien sûr, avec le temps, mais qui est très, très prégnante. C'est-à-dire que les dockers, un tout petit peu, et surtout les chantiers, il faut assister à l'embauche, c'est-à-dire à 7h du matin, et surtout, moi, le mot qui me plaît, à la débauche. Parce que la débauche à 4h ou 5h, bon, quand les ouvriers sortent et foncent chacun vers leur rade préféré, parce qu'il y a tellement d'ouvriers qu'il faut quand même qu'ils aillent toujours dans le même café. Sinon, c'est le bordel absolu. Donc, ça, c'est un spectacle à voir qui est absolument étonnant. Qui n'a rien à voir avec l'alcoolisme, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est une espèce de pratique, c'est une pratique sociale très, très, très forte. Et un monde maritime. Alors, figurez-vous, Georges, qu'un écrivain comme un train peut en cacher un autre. Donc, on va en découvrir un second. En fait, il s'appelle Patrick Deville. Alors, il écrit, donc, mais il s'occupe aussi à Saint-Nazaire de la maison des écrivains étrangers et des traducteurs étrangers. Autant dire qu'il n'est pas ancré ici, ça serait réducteur, hein. Il s'intéresse au monde entier, au voyage, partout sur la planète. On le découvre. Marcelin. Alors Jean-Baptiste, est-ce que pour faire Jean-Bernard. Jean-Bernard. Jean-Baptiste, c'était bien aussi. Non, c'est bien aussi, mais enfin, il a terminé la tête. Est-ce qu'un écrivain, pour faire plaisir à Michel Lebris, doit être obligatoirement un voyageur, ou est-ce que c'est pas nécessaire ? Non, c'est pas nécessaire. Un écrivain, il voyage dans sa tête d'abord. Hein, bon. Et surtout, qu'il voyage ou qu'il voyage pas, l'essentiel, c'est qu'il fasse voyager ses lecteurs, quoi. Donc après, chacun prend ce qu'il est capable de prendre et de faire. Bon, moi, je suis pas un très grand voyageur.
J'ai pas le permis, tout ça, je voyage qu'en train. Alors Bicyclette. bon. Ouais, non, mais aller au Pérou en train, c'est un peu compliqué. Tout ça. Donc, mais alors Montargis, tout ça, bah, ça je connais très très bien. Mais Hergé est venu ici à Saint-Nazaire. Ah oui, il y a un Tintin ici sur les quais. Ah, ça, c'est une des grandes... de cristal. Ça, c'est une des grandes forces de Saint-Nazaire, c'est que Saint-Nazaire est dans Tintin. Il y a 7 vignettes qui sont à la fin des 7 boules de cristal. Et il y a une association ici qui a reproduit ces 7 vignettes en grand, sur des grands panneaux, dans certains coins de la ville. C'est une association qui s'appelle les 7 Soleils. Et qui projette plein d'autres choses. Et qui projette plein de choses. Saint-Nazaire est dans Tintin, ce qui est quand même un plus. Alors, puisque vous parlez de vignettes, on va se tourner vers la deuxième vignette de Béatrice Berge. On repart sur le sentier du littoral. Oui, alors au menu, donc il y a de quoi en faire un roman, hein, vous allez voir. Au menu, on va rencontrer un justicier de l'écologie qui lutte contre un envahisseur. Pas de prince charmant, mais une bergère, une jolie bergère au milieu de ses moutons. Un trésor dont hérite le conservatoire du littoral. Les couleurs d'une mine d'or. Et pour commencer, les miracles que peut faire le littoral sur ceux qui ont souffert de la vie. Il paraît qu'aux grandes marées, on peut traverser à pied les 500 mètres de bras de mer qui séparent le croisic de Pimbron. Et hop, une pointe, une belle plage, la plus belle dune de Loire-Atlantique reconquise en partie par le Conservatoire du littoral. Et aux premières loges de la nature, le centre de rééducation fonctionnelle de Pimbron. François Moutet en est le directeur médical. Pour lui, les embruns et l'horizon font largement partie de la thérapie. La mer et le bord de la mer sont des espaces de méditation pour rêver, pour réfléchir, pour méditer. Et je pense que dans le handicap, et surtout quand on a des handicaps très très lourds, on a besoin de ces temps-là pour pouvoir se reconstruire. Dès qu'ils arrivent ici, ils sont dans un fauteuil et ils vont au bord de la mer. Et c'est déjà un début à la reconstruction. C'est peut-être ce sentiment d'espace non limité, de liberté qui est le plus important. Par rapport à des endroits qui sont peut-être très fonctionnels, mais qui sont limités au niveau de la vie et de l'espace. Une centaine de lits accueillent des patients pour une journée ou des années. Accidents de la route, myopathie, sclérose en plaques, ceux qui arrivent ici sont reçus avec un objectif, les en faire partir, les réinsérer au mieux dans la société. La France a un retard énorme sur ses voisins d'Europe. Chez nous, le handicap pèse lourd, et pour y faire face, l'univers maritime de Pimbron aide à raviver les ressources. Il ranime la flamme. On donne envie aux gens d'avoir une dignité, une qualité de vie, quel que soit le niveau des difficultés auxquelles il faut faire face. On voit les gens changer du jour au lendemain à partir du moment où ils sortent de l'univers hospitalier qui est extrêmement mécanique et aseptisé. En 2-3 jours, ils changent. La pluie est partie en même temps que la marée et le ciel a découvert Mesquer. Oups, pas question de continuer sans s'équiper. Heureusement, dans son coffre, Jérôme a tout ce qu'il faut pour tout le monde. Jérôme Méhonnette est technicien marais-salant à Cap-Atlantique. Aïe, il y en a un qui n'a pas de bottes, ça promet. S'il nous emmène patauger dans la vase, c'est pour me montrer sa bête noire, une bête qui n'est pas un animal mais un végétal, une plante venue d'ailleurs, le baccharis. Le baccharis, c'est un arbuste qui est originaire d'Amérique du Nord, en fait, qui a été introduit en France à des fins ornementales, qui a été planté dans les parcs, dans les jardins, par les particuliers. C'est vrai que c'est joli. C'est joli. Ça pousse aussi assez vite, ça demande peu d'entretien, donc c'est bien adapté au littoral. Hein. Mais malheureusement, en fait, il ne s'est pas cantonné au parc et au jardin dans lequel il a été planté. Le problème du baccharis, c'est que chaque pied femelle produit 1 million de graines par an, qui sont disséminées avec le vent. Donc vous imaginez dans ces secteurs littoraux où il y a toujours du vent, la vitesse à laquelle il peut coloniser en fait de nouveaux espaces. Faut pas que je les jette par terre, celle-là, alors. Non, gardez-les, mais ramenez-les pas non plus sur un autre site. Et oui, s'il y a ça, il n'y a pas autre chose. Pour couronner le tout, le baccharis est épouvantablement résistant. Pour nettoyer le terrain, chaque année, il faut couper, arracher, dévitaliser. Vous voyez, il a été coupé là à la fin du mois d'août. Et depuis, et il repousse encore. Quelle santé. Quelle santé, ouais, quelle vigueur. Ouais. Une des plaies du littoral. Vivement qu'on inscrive le baccharis au registre des nuisibles, que la vente en soit interdite. À Acérac, un peu plus loin, quelqu'un a un excellent moyen de se débarrasser du problème. Elle s'appelle Anne Gégaud.
Et son chien, Faro, est incroyablement bien dressé. Normal, c'est un chien de berger parce que Anne est bergère. L'été, ces brebis sont dans des prés salés. Pas manger les moutons. Et aux grandes marées, elles vont pâturer en hauteur sur les talus. Bonjour Béatrice. Ça broute le baccaris particulièrement bien sur les secteurs peu envahis. Sur les secteurs entièrement recouverts, ça pose des problèmes parce que les brebis n'ont plus que ça à manger. Donc au bout d'un moment, elles n'en veulent plus. Par contre, ce qu'on arrive à faire, c'est à limiter la propagation des graines. C'est-à-dire que nous fatiguons suffisamment la plante pour qu'elle ne puisse plus grainer derrière. On ne l'a pas éradiquée, ça on n'y arrivera pas de cette façon-là, mais on empêche qu'elle se reproduise. Merci les brebis. Allez, allez, par ici. Anne possède un troupeau de 80 bêtes qui lui pondent autant d'agneaux chaque année. L'élevage n'est pas suffisant pour vivre. En revanche, ce métier de 8000 ans a toujours une utilité plus que jamais d'actualité. Cela s'appelle l'éco-pastoralisme. Et notre jolie bergère en est convaincue, c'est une solution aux actuels enjeux environnementaux. Moi, je reste persuadée que sur ce genre de secteur, ce qu'on appelle les zones humides ou par exemple les zones de montagne, les espaces naturels en règle générale, l'agriculture peut maintenir une biodiversité. Il n'y a que l'agriculture qui pourra maintenir cette biodiversité-là. La condition, c'est le fait que ce soit des petits troupeaux. Si c'est un troupeau calme, bien dans ses baskets si je puis dire, elles vont manger de tout au cours de la journée. Donc un équilibre va se créer. Et les plantes vont pouvoir se régénérer. Si on ne fait rien, il y a forcément une plante qui prend le dessus sur une autre. Et bien sur les espaces naturels, c'est le même principe. Il faudrait mettre des moutons sur tout le littoral? Oui, on pourrait. On pourrait. Donc le mouton, c'est vraiment une passion? Oui, le mouton, c'est vraiment une passion. Qu'est-ce que t'aimes dans le mouton, si je puis dire? Le mouton. C'est décidé, je serai bergère dans mon prochain métier. Il a fallu rendre son tracteur rouge à Anne et continuer à pied. Entre Penbé et la pointe du Bil, la baie de Pont-Mahé nous fait passer dans un autre département. Nous voici dans le Morbihan. Et là, au bord de la mer, d'immenses terrains sont en train de changer de propriétaire. Une 60aine d'hectares de nature authentique, des champs, des prés, une superbe propriété de famille dont les héritiers aujourd'hui sont amenés à se séparer. Avec ses sœurs, Jacques de Retz s'est fait une raison quand ils ont trouvé la solution. On est dans une région qui est devenue touristique, donc vous savez, l'agriculture dans ces contrées, c'est pas évident à gérer. Et puis de toute façon, nous, on ne pouvait pas nous en occuper personnellement, donc on a pensé que le meilleur moyen de les protéger, c'était de les céder au conservatoire. En le cédant au conservatoire, a priori, ça ne devrait pas être abîmé. Oui. Voilà. Une consolation et en même temps une compensation. On y trouve un avantage d'un autre côté. Oui. Et l'avantage donc? C'est l'exonération des droits de succession. Eh oui, cette donation s'appelle en fait une dation en paiement. Le système date de 1968. Grâce à Malraux, on peut payer ses impôts en donnant à l'État un tableau. Depuis 1995, on peut aussi payer les droits de succession ou l'ISF avec des terrains. Pour le Conservatoire du Littoral, c'est une aubaine. Ça vaut un Rembrandt ici. Tout à fait. C'est vrai que c'est tout à fait significatif qu'aujourd'hui, les espaces naturels rentrent dans le patrimoine national. Et arpenter ce patrimoine, c'est un double plaisir pour Jocelyne Chapelle. Elle est responsable de l'acquisition du foncier au Conservatoire de Bretagne, une région dont la caractéristique est le morcellement foncier. Alors hériter de 57 hectares d'un coup, c'est inespéré. On est vraiment au milieu du site qui nous a été remis en dation, c'est-à-dire les prairies humides et les coteaux boisés que l'on a tout autour. C'est gigantesque. C'est très important. Ici, on a une vraie diversité de paysages, on peut l'apprécier aujourd'hui. L'intérêt donc de cet espace-là, c'est d'être des prairies, c'est un paysage ouvert. On va réinstaller un exploitant agricole en faisant un appel à candidature qui permettra de favoriser l'entretien de cet espace.
Voilà. Et parallèlement, donc, il y a un programme d'ouverture au public, randonneurs qui apprécient ce type de milieu. Ce n'est pas le tout d'hériter d'un tel cadeau. Encore faut-il pouvoir s'en occuper. Et là, il y a du boulot. Cette fois, on va suivre scrupuleusement le chemin douanier autour de Pénétin. Allons bon, les forces de police sont en train de le détourner. Nous voilà bien. Bonjour. Bonjour. On peut plus passer là? Non, il y a une déviation du chantier côtier à cause des effondrements récurrents de la falaise. Parce que c'est une falaise de mica schiste et de sable. Donc avec les infiltrations d'eau, il y a des effondrements de falaises qui se produisent. Ça s'effondre régulièrement? Sur la plage, oui. Danger et dommage. La superbe falaise de la mine d'or s'écroule en pépites sur le sable. Une falaise classée pour sa beauté, mais surtout pour son intérêt géologique. Pénétin porte dans ses dessous les traces de la nuit des temps. Pour en admirer les couleurs et les strates, mieux vaut prendre la voie des airs. Quel métier! Les hommes d'autrefois connaissaient la richesse en étain de cette pointe peine. En breton, la pointe de l'étain est devenue Pénétin. Aujourd'hui, l'endroit mérite toujours son nom. Oui, la mine d'or est un trésor pour sa lumière au soleil couchant. Et il est beau notre littoral. Et puis ici à Saint-Nazaire, retour à Saint-Nazaire avec beaucoup de public. Un public qui a dû regarder et être attendri, que dis-je, et être un peu ému sur le film que nous avons diffusé la semaine dernière, le film des enfants perdus de Nbour. Et j'accueille ce soir un personnage un peu particulier puisque vous faites partie de l'association qui travaille à Nbour, à côté de Dakar au Sénégal, Séverine Janin. On va en parler tout de suite. Je voudrais revenir avec Daniel qui est aussi avec nous ce soir. Votre film qu'on a diffusé la semaine dernière, évidemment, a eu beaucoup de réactions. Moi, je voudrais vous demander, pour vous, quelles ont été les réactions, vous, en tant qu'auteur de ce film? D'abord des réactions de mes proches qui ont été bouleversés, comme on l'a tous été, comme moi quand j'étais sur place, et aussi quelques critiques. On m'a reproché par exemple, de ne pas expliquer la situation du Sénégal. Donc, je ne vais pas le faire maintenant, je vais juste vous donner un chiffre que je n'ai pas donné dans le reportage, qui indique pas mal de choses. Il y avait en 1960, je crois, 2 800 000 habitants au Sénégal, il y en a maintenant 11,5 millions. Ce qui explique un peu cette masse d'enfants et d'adolescents qui fait que les parents sont quelquefois contents de pouvoir les donner au marabout. Et alors, une autre réaction, c'est là d'une autre nature, que j'ai reçue il y a quelques instants, et qui vient du gouvernement du Sénégal. Le président de la République du Sénégal, M. Wade, a vu une partie du sujet, je ne sais pas comment, il a vu une partie, et il a demandé à son conseiller spécial pour l'enfance de nous écrire. Donc il nous a écrit, je ne vais pas vous lire les 2 pages, mais rapidement, c'est Mme Diouf qui nous écrit et nous dit que les écoles coraniques représentent au Sénégal une forme d'éducation religieuse et traditionnelle à laquelle adhère une partie importante de la population. Et elle indique que, contrairement à ce qu'on aurait pu croire en regardant le film, eh bien le Sénégal est presque en pointe dans la lutte pour la défense de l'enfance, qu'un certain nombre de lois, qu'il y a un cadre juridique très précis, notamment des décrets pris en 1979 qui interdisent les châtiments corporels, d'autres lois aussi qui interdisent la mendicité des mineurs. Et Mme Diouf termine, je ne vous lis pas les 2 pages, en disant que malgré ces initiatives et les moyens financiers investis par l'État pour lutter contre les abus et les violences faites aux enfants, force est de reconnaître qu'il y a encore des défis à relever face à ce problème complexe. C'est le moins qu'on puisse dire, mais tout ça pour dire que les autorités sénégalaises sont donc conscientes du problème et que manifestement elles ne réussissent pas à juguler ce phénomène qui prend finalement de l'importance actuellement. Et qui occupe toutes les journées de Séverine et de ses associés, si j'ose dire, enfin en tout cas les bénévoles qui travaillent avec vous dans cette association. Comment ça se passe aux journées là-bas? Parce que ça ne doit pas être facile. Non, c'est pas évident. On a des journées très très remplies. En fait, ce qu'on offre aux enfants, c'est 2 fois par semaine, on leur offre un petit déjeuner composé d'un morceau de baguette, parfois avec du beurre, parfois avec du fromage, parfois avec de la pâte à tartiner si on en a. Avec ça, on leur sert une tasse de tisane ou bien une tasse de lait. En fonction des dons qu'on reçoit, on adapte en fait les petits déjeuners, on les améliore. Et pendant que le petit déjeuner est servi,
Les enfants s'installent sur des nattes et d'autres bénévoles les prennent en charge pendant qu'ils déjeunent et on joue avec eux, on lit des livres, on leur apprend quelques mots de français, etc. Mais il y a d'autres ONG autour de vous, d'autres associations, parce que bon, par rapport à tous les enfants qu'on a vus dans ce film, et avec les chiffres qu'a cité Daniel, si vous êtes juste 4 ou 5, ça fait pas le poids. Non, on ne peut pas s'occuper de tous les enfants qui aiment Bourg déjà. Donc nous, on en accueille à peu près 300 par semaine. Donc ça veut dire pour chaque permanence aussi. Et il y a bien sûr d'autres associations qui s'occupent des enfants comme nous. Est-ce que dans vos bénévoles, il y a des Sénégalais ? Alors on a pour l'instant une personne sénégalaise qui travaille avec nous, qui fait les soins, qui a été bénévole, que maintenant on arrive à rémunérer un petit peu. Mais c'est très difficile de trouver des bénévoles sénégalais puisque déjà eux ont très difficile à vivre et à trouver du travail. Donc quelque part ce serait pas très logique qu'ils deviennent bénévoles. Nous ce qu'on voudrait c'est des emplois sénégalais qu'on puisse payer. Pour tenir dans un travail aussi difficile, il faut avoir des projets, il faut avoir un espoir. C'est quoi l'espoir pour votre association ? L'espoir, c'est de continuer d'abord à vivre ce qu'on vit là avec les enfants et maintenant de concrètement utiliser tous les dons qu'on a reçus pour pouvoir construire le centre d'accueil dont on rêve. Donc on a trouvé un terrain et maintenant on a un plan qui a été fait avec un architecte. On en rêve depuis des années. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce centre d'accueil ? Il y aura une magnifique infirmerie qui sera la plus belle infirmerie du Sénégal, bien sûr. Il y aura probablement une salle qui servira un petit peu de classe, dans laquelle on pourra donner plus facilement des cours d'alphabétisation, apprendre aux enfants à parler en français ou faire des calculs. Il y aura un espace de jeu dans lequel on pourra enfin étaler tous les jeux et pas devoir juste en sortir quelques-uns parce qu'on n'a pas assez de place, mettre un baby-foot, mettre la télé. Bien, vous allez voir, on va y arriver parce que Bernard lui va nous donner un petit peu ce qui s'est passé à partir de vendredi dernier, ce qui s'est passé sur le web. Écoutez, c'est pour utiliser un vocabulaire maritime, j'ai envie de dire qu'on a vécu un véritable raz-de-marée dès que l'émission a été finie, pendant le week-end qui suivait. Donc en 48 heures, il y a eu 1500 courriels, des courriers, des emails, il y a eu 20 000 personnes qui sont passées sur le site pour lire le forum sur le site Thalassa qui décrivait et sur lequel on avait évidemment des réactions de gens très émus, des gens qui disaient je supporte plus de voir cette situation, j'ai vu cet enfant en m'endormant qui avait les larmes aux yeux, je n'ai pas pu dormir. Alors il y a beaucoup de gens surtout qui disent qu'est-ce qu'on peut faire, qui ont envie vraiment de prendre les choses en main et pour ça alors, ils s'organisent, ça veut dire qu'il y en a qui ont décidé de déposer une pétition auprès du secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon. C'est une pétition qui est aussi en ligne, ils sont déjà plusieurs centaines à avoir signé. Et alors si je veux donner, comment je fais ? Alors écoutez, d'abord on va peut-être voir maintenant en détail l'adresse internet de l'association de Séverine qui est lesenfantsdembourg.ifrance. Les Gones d'Embourg. Oh pardon, les Gones d'Embourg. Les Gones, c'est pas du Wolof, hein, c'est une expression du Wolof, lyonnaise. C'est Glasgow qui signifie les gosses, les gamins. En lyonnais. En lyonnais, en argot, voilà. Donc lesgondembourg.ifrance.com. Il y a aussi une boîte postale pour ceux qui n'auraient pas Internet. Et puis, sur le site de Thalassa dans le forum, vous aurez accès à d'autres informations sur d'autres associations qu'on a regardées, qu'on a vérifiées, qui travaillent très concrètement sur place. Et enfin, ce reportage de Daniel Grand-Clément, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il est en ligne aussi sur le site Thalassa. Il suffit de cliquer pour aller voir tout ce travail extraordinaire qui a été fait. Juste une dernière question, vous êtes combien dans votre association ? Il y a Annie Camara qui est la présidente et fondatrice de l'association, qui vit là-bas depuis 10 ans. Ensuite, il y a Stéphanie Guimet qui s'occupe du secrétariat. Il y a Karine Jouguet et moi-même. Vous êtes 4. Et 4 ou 5. grosso modo, on est 4 ou 5 pour s'occuper de tout ça et on a eu beaucoup de travail cette semaine. Vous inquiétez pas, il y a des associations autour de vous. Vous inquiétez pas, le public répondra, je pense. Mais il y a bien sûr aussi tous les bénévoles qui viennent régulièrement et qui participent au travail actif de l'association. On va y revenir tout à l'heure. Loïc, on va prendre un peu la mer. Oui, on va prendre la mer parce qu'il y a un petit courant d'air frais ici, là. Hein, je vois que vous êtes tous frigorifiés. Ma voisine est tremble. Donc on va faire une transatlantique. On va partir de l'autre côté de la grande rivière sur un bateau de légende puisqu'il s'agit du Belém. Mais alors c'est quand même un navire qu'on connaît bien ici, mais qui est énorme, un gréement très compliqué. Donc comment ça marche ? Comment on fait marcher un engin pareil, vu des coulisses ? Eh bien regardez, vous allez tout comprendre.
Je donne vite fait les noms, je ne vous demande pas de les apprendre tout de suite, mais au moins de les connaître. Donc la cargue-point, c'est la première cargue, c'est celle qui permet de remonter le côté... Lorsque l'on embarque sur ce bateau, tout commence par un cours qui tient autant à la découverte des cordages qu'à la langue française. Point que les écoutes nous permettent d'envoyer la voile, d'accord ? Elles vont nous permettre de remonter le même point vers le haut. Ensuite, on retrouve une autre cargue, la deuxième, qui est la cargue bouline. Donc, je vous parlais de la voile qui est à peu près de forme trapézoïdale. Très compliqué, surtout dans le vocabulaire. Mais bon, on écoute et puis on fera plusieurs fois. On y arrive. Donc sur l'avant ici, on va retrouver deux cordages qui sont tournés sur des cabillots ici, cabillots fixes. Ça va être les écoutes du petit hunier fixe, d'accord ? Donc le petit hunier fixe, c'est la deuxième vergue qui est toujours fixe comme son nom l'indique. Le souci de la pédagogie, c'est le souci de faire comprendre le mieux possible aux stagiaires, quoi. Sans être trop directif, en essayant de donner le maximum de conseils. Allez, vous faites semblant! Allez! Oui! 1, 2... Et une fois qu'on a la tête pleine de mots, qui n'existent plus que sur de rares bateaux, Ok, on tourne partout, les gars. on pratique. C'est bon les gars, c'est tourné ? Ah non, pas de demi-clé les gars. Pas de demi-clé, je veux pas voir ça. Ok, comme ça. On reprend sur l'écoute ici. Et embrassez! Allez, ensemble, du nerf, messieurs, dames, du nerf! Allez, on mollit pas la misaine, on mollit pas. Travaillez ensemble les gars, vous faites chacun votre tour là. Ensemble, 1, 2, oui. Quand on monte sur le bateau et qu'on fait de la voile mais qu'on ne connaît pas ce bateau, là, on se demande tous ces kilomètres de cordage, à quoi ça sert. Et là, ça commence à se mettre en place, c'est vraiment intéressant. On passe sur les chocs là. La manœuvre dure une petite heure, en très fort, et les boutades de José. Une corde c'est pour attacher les vaches dans le pré, une ficelle c'est pour le rôti, ici c'est des bouts. Donc vous pouvez descendre en bas au niveau de la cuisine, sur bâbord et on va envoyer les facs. Ah bah deux équipes là. Allez, on essaie de faire quelque chose de rectiligne. Allez. Allez, on mollit pas. Allez les deux en même temps maintenant. Allez, on y va. Allez, on y va. Ensemble. C'est beau les Parisiens quand ils bossent. Il faut en passer par là pour que le bateau prenne enfin son allure. Mais cela vaut bien cette concentration attentive, ces efforts consciencieux sous les encouragements fermes de l'équipage. Le Belém est enfin sous voile. Le Belém, emblème du patrimoine maritime national, né à la fin du XIXe siècle. Dernier représentant de la marine de commerce à voile française, aujourd'hui navire-école. Qu'il navigue encore tient autant du miracle que de ses qualités naturelles. Il a traversé son temps au gré des différentes fonctions que les hommes lui ont données. C'est un bateau où tout n'est qu'histoire et aventure. C'est un bateau qui attire évidemment l'œil expert d'un photographe comme Philippe Plisson. Un bateau dont le caractère laisse une trace indélébile sur ceux qui y vivent leur quotidien. Ouais, c'est très sympa et c'est en plus un honneur parce qu'elle a été prise par le célèbre photographe Philippe Plisson. Donc, elle n'est pas encore signée, mais ça fait très plaisir. Ouais. Qu'est-ce qu'il t'a fait? T'en as fait une, ça y est? Ouais. Tu vois? Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. J'ai déjà travaillé sur d'autres bateaux, mais je travaillerai encore sur d'autres navires, mais celui-ci il te prend au trip quoi, et c'est vraiment pas facile de devoir le quitter quoi. C'est un déchirement. Quand tu es en congé, t'as hâte de le retrouver. Et je sais que le jour où pour des raisons diverses, je pourrais plus embarquer parce que je devrais faire des choix. Ce sera une déchirure, ouais.
prennent des cheveux. Johan a 28 ans. Il est matelot gabier instructeur et rien ne le prédestinait pourtant à une telle fonction sur un tel bateau. En 2000, il croise la route du Belém par hasard lors d'une escale à Dakar. Il est alors embarqué dans la marine nationale. Mais le coup de foudre n'a pas lieu. Johan continue de son côté son petit tour du monde de Vladivostok à Wellington ou au large de l'Amérique du Sud. Tirer sur des bouts, faire des vernis, grimper dans la mâture, reste une vie qui ne l'attire pas encore. Qu'est-ce que t'as? La cargue-point, ça fait un retour sur la filière. Tu fixes. Tu vois? C'est juste aller des capelles. Ah? Mais peu à peu se dessine une passion pour les vieux gréements. Il s'intéresse au Belém. Et cette passion ne cesse de croître depuis 2 ans, depuis qu'il est à son bord et qu'il se déplace le long des vergues. Devenir matelot sur le Belém n'est jamais simple. Dans un premier temps, il faut vaincre ses appréhensions. Johan, lui, a vaincu un peu plus que ça. Alors comme ça, t'avais le vertige avant, alors quand t'étais petit? Bah écoute, ouais, quand j'étais tout petit, je me baladais sur les quais avec mon père et mon frère. Et j'avais tellement le vertige que je supportais pas de les voir s'approcher du quai, tu vois. À chaque fois, ça me faisait peur, c'était incroyable. Et puis le temps a passé. J'avais le vertige encore dès que j'étais en montagne, mais je sais pas, à partir du moment où j'ai embarqué sur le Belém, pris mon courage à 2 mains, j'ai fait ma première ascension. Évidemment, comme tout le monde, elle était un peu difficile au départ, quoi, tu vois, les bras tétanisés, tout ça. Et puis petit à petit, à force de monter, les sensations sont venues, la prise de confiance est venue. Et puis plus aucun souci, quoi, le fait de bien avoir ses prises, tu vois, bien tenir ses mains, avoir les pieds bien posés sur chaque enfléchure, bien tenir tout ce qui est solide et tout, tu prends confiance en toi, tu as confiance en tes prises, il n'y a plus aucun souci, quoi. Ah ouais, effectivement, parce que quand on voit la hauteur qu'il y a maintenant, là t'es à pas loin de 30 mètres du sol. Avant, il me semblait ne plus avoir le vertige, mais je m'en suis vraiment rendu compte, à force de grimper dans le gréement, qu'il y avait vraiment plus je montais, plus j'avais confiance en moi, quoi. Ouais. Et je trouve que c'est un des enseignements du Belém, quoi, c'est que ça t'apprend à prendre plus confiance en toi. Le Belém a cette qualité particulière d'en apprendre un peu plus aux hommes sur eux-mêmes. D'une manière générale, les méandres qui nouent les marins au Belém sont tortueux. Michel Germain a décidé un jour de les explorer, de comprendre pourquoi on s'engageait à bord. Michel Germain, entre autres, est écrivain. Il a passé plusieurs semaines à bord lors d'une traversée de l'Atlantique qui s'achève à Québec. Il questionne, dresse des biographies, interroge sur les premières fois. En fait, on avait contourné Groix avec un bateau qu'on avait loué et on est tombé sur le Belém. Et alors là, ça a été on se tape dans la gueule, quoi. Oh, c'est beau, je veux faire ça. Tu te rappelles? Ça devait être en 2001, 2002 peut-être. Ton ressenti? Tu te souviens des premières sensations? T'es paumé. T'es complètement perdu, t'as des bouts de partout. Là, c'est une découverte. Et puis Patrice, le Bosco, dès le premier jour, bah tiens, t'envoies ça comme voile. Alors toi, t'es là. Avec l'autre matelot. L'autre matelot, point, là, on était tous les deux de nouveau. On se regardait, on était là. Bon, faut larguer ça, on se regardait, c'est ça. Et puis Patrice nous regardait et bon, c'est bien, c'est pas ça, c'est ça. En fait, on était comme des stagiaires, sauf que nous, c'était notre boulot, quoi. Chacun d'entre eux a son caractère, chacun d'entre eux a son passé, chacun d'entre eux a sa vie. Donc ils sont très différents au plan personnalité. Mais en même temps, il y a un vrai dénominateur commun
qui est cette passion affichée pour le Belém. On entend ce que vient de dire à l'instant Gaël, tant qu'ils vont de moi, je serai là. Et je crois que c'est une caractéristique. On ne vient pas par hasard sur le Belém. Et certainement pas Gaël, qui est engagé depuis 6 ans sur l'unique bateau lui permettant de concilier ses 2 passions, la voile et la charpente. Le Belém est le dernier bateau avec un charpentier embarqué. L'atelier est sous le gaillard d'avant, il n'est évidemment pas immense et rien n'est simple. Moi, ça fait 20 ans que je travaille le bois. Là, ça me permet de le travailler différemment, quoi. Parce qu'il faut être en accord avec les mouvements du bateau aussi, quand on travaille avec des machines qui sont un peu pointues, on va dire. Parce que si vous coupez un morceau de bois avec une scie circulaire, eh ben, ça fait pas des traits droits, quoi. Donc faut réapprendre son métier, quoi, en fait. J'ai réappris, les premiers temps, j'ai réappris à travailler le bois. Je pensais déjà quand même bien savoir le travailler, mais là, j'ai réappris. Sur le Belém, on redécouvre tout, à commencer par son métier de matelot. Ils sont rares les bateaux où les marins de la marchande doivent tenir la barre à l'extérieur, par tout temps, à toute heure. Ou veiller en permanence sur le gaillard d'avant, parce que les mâts cachent l'horizon depuis la timonerie. Car sur le Belém, l'équipage fait partie de la marchande. Beaucoup ont eu des expériences sur des cargos ou sur des pétroliers. Le Belém, c'est donc une manière différente de faire son métier. Et il n'y a pas meilleur endroit pour l'évoquer que le petit carré des matelots où s'entassent les souvenirs, où il faut montrer patte blanche avant d'entrer. Tiens, c'est pour toi. C'est le point privé, c'est notre petit coin à nous. Pas de stagiaires, pas d'officiers, que des matelots. Les seuls stagiaires qui viennent ici, c'est ceux qu'on invite. Et les officiers, que ce soit les lieutenants, le second, le commandant, pour venir ici, il faut qu'ils frappent. Et à la porte, hein. Ouais, pas le matelot. À la porte, bien sûr, pas les matelots. Et on peut leur dire non. Voilà. C'est vraiment chez nous, c'est notre coin privé. Sauf qu'on est tellement gentils. C'est un bateau spécifique, hein. Donc j'imagine que les relations entre les marins sont aussi spécifiques, quoi. Maintenant, tu prends des cargos, les nouveaux qui sortent, les matelots, ils ont chacun leur cabine, et puis voilà, quoi. Il n'y a pas d'âme comme ici, parce qu'ils ne sont pas si nombreux. Ouais, ils sont pas aussi nombreux, ils sont pas aussi nombreux, ils se connaissent peut-être pas aussi bien que nous, on peut se connaître, quoi. Donc, dès que tu vis les uns sur les autres, tu es obligé de partager des choses vraiment plus fortes que ce que tu partages ailleurs. Et après, ce qui se passe sur le pont et ce qui se passe dans le gréement, c'est encore plus fort. Quand tu montes serré de la toile là-haut, c'est sûr, quand il y a du beau temps, quand tout va bien, c'est super sympa. Mais quand tu montes serré en pleine nuit et que ça souffle avec un grain, qu'il pleut, que tu es en ciré, c'est pas du tout les mêmes prises, tout glisse. T'as pas la même appréhension. Là, celui avec qui tu montes là-haut, c'est celui avec qui tu montes là-haut. Tu le connais bien. Il n'y a pas de mots pour expliquer le fait qu'on soit bien sur ce navire, quoi. C'est lui qui nous transmet quelque chose et puis on le vit tous ensemble, quoi. Tout à l'heure, il y avait des stagiaires qui nous disaient ouais, vous avez l'air de vous entendre vachement bien tous ensemble, mais comme disait Gaël, il y a des coups de gueule, ce qui fait partie de la vie. Puis à côté de ça, on est lié par ce qui nous relie le bateau, quoi, et tout ce qu'on vit dessus, que ce soit avec les stagiaires, que ce soit à l'équipage quand on est tout seul ensemble. Et c'est difficilement explicable, quoi, en fait. Le bateau, il a une âme, mais il faut le vivre, quoi. Et pour le vivre, les stagiaires tiennent l'écart comme l'équipage, font les manœuvres, lustrent les cuivres. Et pourtant, ce n'est peut-être pas là le principal. On apprend à vivre avec les autres. Et c'est le plus difficile. Sur le Belém, les 48 stagiaires vivent ensemble, partagent tâches et corvées, dorment dans un espace restreint où les bannettes ont cet air spartiate pour qui n'a jamais dormi dedans.
quand on est dans sa vanette, on entend vivre tout le bateau. On entend les gens qui marchent sur le pont, la mer qui passe à côté. Tout à l'heure, j'ai été réveillée parce que justement, je n'entendais plus le tangage. Je ne sentais plus le tangage du bateau. Et on y vit dans cette banette. Et ça nous permet justement de reconstituer un petit peu ce qui se passait dans la marine ancienne. Et je crois que c'est un petit peu tout le charme du Belen. Le charme de se glisser dans une histoire particulièrement riche. De 1896 à 1914, il est un navire de charge nantais qui dessert l'Amérique du Sud et les Antilles pour les chocolateries Meunier. Puis il devient yacht, sous pavillon britannique, pour le duc de Westminster et Sir Guinness. Il manque de sombrer dans l'oubli, avant de revivre comme navire-école italien, puis d'être redécouvert par la France en 1979. Fait marquant de son histoire, le Belem est l'unique survivant de l'éruption de la montagne Pelée, qui en 1902 dévasta la ville de Saint-Pierre de la Martinique, ses 30 000 habitants et tous les navires de la rade. C'est donc aussi l'histoire d'un miraculé que Michel Germain couche sur le papier, assis dans le fauteuil de Sir Guinness. Et l'on ne peut s'empêcher de s'interroger sur la longévité du Belem. Un rescapé qui navigue encore, bien longtemps après que tous ses contemporains aient disparu. C'est un bateau d'abord exceptionnel, fabrication, construction. Deuxième élément, un bateau polyvalent, capable de différents usages et d'aménagement d'un grand confort. Et troisième élément aussi, c'est le sentiment que suscite Belem. C'est quand même significatif de dire que d'un côté, les armateurs nantais se sont intéressés à lui dans 3 armements, de voir que des Anglais réputés dans leur science nautique vont s'intéresser à la coque pour un yacht de plaisance, Sir Alec Guinness après duc de Westminster, et que les Italiens eux-mêmes vont le repérer et le faire vivre. Donc 3 pavillons dans une même vie, c'est relativement rare. Ça prouve que le bateau, à chaque étape de son histoire, a été considéré comme exceptionnel. En 112 ans, le Belem a essaimé son histoire dans le monde entier. Une histoire que l'on peut retrouver par exemple dans les faubourgs de Boston, où la famille Bocquet le connaît davantage sous le nom de Fantôme 2. Phantom Royal Yacht Squadron, Southampton, 13th February 1930. Fantôme Royal Yacht Squadron, Southampton, 13 février 1930. Je témoigne que M. Henri Pasco a servi comme marin sur le bateau susmentionné lors d'un voyage autour du monde en 1923-1924. Je n'ai pas exactement trouvé M. Pasco totalement honnête, sobre et volontaire, mais extrêmement compétent dans ses fonctions. Et j'ai donc un très grand plaisir à le recommander à quiconque pouvant nécessiter ses services. H.E. Frogbrook, commandant du Fantôme, Royal Yacht Squadron. Henri Pasco est le grand-père de Gina. Le Belem est entré dans l'imaginaire de cette famille par l'intermédiaire de cet aïeul adoré, qui a fait le tour du monde à son bord lorsqu'il était la propriété de Sir Guinness et qu'il s'appelait Fantôme 2. On était inséparables. Et c'était toujours une blague. Où est Gina? Et tu trouveras toujours Henri. Le fantôme était une part très importante de sa vie. Et je me rappelle à l'école, quand on étudiait certaines parties du monde, il nous disait « j'y suis allé quand j'étais sur le fantôme ». Et donc on n'apprenait pas seulement à travers ce qu'on lisait, mais aussi à travers ses voyages sur le fantôme. Donc c'était très particulier.
Gina n'a jamais vu le Belém et sa venue à Boston est un événement familial. Elle s'est postée au bout du Rose Wharf, le quai le plus prisé du port. Gina a rendez-vous avec ses racines et le Belém avec les siennes. On a partagé tant d'histoires avec mon grand-père et avec ma mère. Donc c'est très spécial de le voir. Je peux voir mon grand-père avec son immense sourire sur le visage. Chaque fois qu'il était en mer, il était heureux. Les descendants des marins ayant vécu à bord ont toujours droit à une visite particulière. Les gestes sont souvent les mêmes, les pensées aussi. Là, j'imagine mon grand-père, ici à la barre. Le Belém a 112 ans et une partie de son histoire est encore à écrire à travers la relation intime qu'en ont les familles. Au gré des escales et des rencontres, il se dévoile un peu plus. Henry. Il y a une partie de l'histoire qui est très connue, c'est la partie des Antillais, donc le premier temps de navigation, 1896-1914. En revanche, les époques yachts de plaisance sont beaucoup moins connues. Donc c'est la part qu'on redécouvre actuellement. C'est là qu'il y a un travail de recherche à faire, des documents à retrouver, et une histoire de l'équipage et du bateau et ses navigations aussi. En retour, le Belém met en image les histoires que l'on se colporte dans les familles. Ses aventures prennent vie. Et ses souvenirs ne s'éteindront jamais. Le Belém n'était pourtant qu'un navire de charge parmi d'autres, même si dès sa naissance, on l'appelait le yacht nantais. Mais aujourd'hui, il est peut-être un peu plus qu'un bateau. Pour moi, c'est un être vivant, ça c'est clair. Il a une âme, ce bateau. Souvent sur les bateaux, quels qu'ils soient, t'as l'impression qu'ils vivent, mais là encore plus sur celui-ci, quoi. C'est unique. Et t'as l'impression que du haut de ses 112 ans, il n'y a rien qui pourra le faire mourir un jour. Parce que les êtres vivants sont nés pour mourir, mais lui... On a l'impression que rien l'arrêtera, quoi. Il a passé à travers les siècles, sans s'arrêter. Une bien belle croisière, et la croisière on va la continuer à pied avec Béatrice sur le sentier du littoral. Les sentiers de Bretagne, alors en hiver, moi j'adore, il n'y a pas un chat ou presque, il y a juste un chien et encore c'est le mien. Hein. Il y a de la brume et quand la brume se déchire, un petit rayon de soleil, tout à coup on découvre un château du Moyen-Âge où on peut jouer les princesses, des bateaux qui prennent l'ascenseur, un chevalier servant qui embellit la Vilaine. Alors décidément, moi je vous le dis, ce coin-là c'est magique. Ce matin-là, tout était au niveau le plus bas. La mer, la brume, la lumière, comme un rideau baissé sur le spectacle. Pas question de laisser le moral lui aussi s'avachir dans la vase. Dans ces cas-là, la seule solution, c'est d'attendre que ça remonte. Et voilà, 2 heures plus tard, on peut y aller. Nous sommes attendus au ponton. Donc on peut monter à bord ? Allez-y, embarquez.
Daniel doit nous emmener découvrir l'estuaire de la Vilaine à bord de son étrange bateau. En fait, le Roche-Vilaine est un roto d'évaseurs et Daniel est un dragueur. Les lames de ce drôle de rouleau vont 3 mètres plus bas attaquer la vase sur le fond. Détachée, moulinée, brassée, la vase va se diluer, remonter en suspension et être aspirée vers l'océan par la marée descendante. C'est très écolo en fait, parce que ça ne fait rien d'autre que ce que fait la marée elle-même. Sauf que moi je mets plus de matière en suspension puisque je suis en train de touiller à certains endroits. Mais on n'est pas en train d'extraire d'une zone, charger dans un bateau et puis après aller étouffer une frayère en allant clapper comme du dragage classique, quoi. C'est un bon outil quand même, c'est un bon outil. Ouais. Et l'endroit est plutôt sympa pour bosser. Et au niveau décor, il y a pire. C'est mieux que la tapisserie à carreaux, hein. Comme décor. C'est une rivière sauvage. Bon, c'est un petit peu canalisé, mais il n'y a pas d'usine qui déverse sa merde dedans. Là, c'est vraiment beau, ouais. Les estuaires s'envasent tous plus ou moins, mais la Vilaine ne fait plus du tout son travail de chasse des sédiments. Et c'est à cause de ça. Le barrage d'Arzal, construit en 1960 à 1500 mètres de l'embouchure. C'était bien joli. Au revoir. Au revoir. Justement, dans l'écluse, un navire que je connais bien. Le Saint-Germain a été livré son sable vers Redon et il redescend en chercher au large de Noirmoutier. 500 mètres de long barre l'estuaire, un des seuls grands barrages fixes au monde. L'échange doit avoir lieu au milieu du pont à la frontière entre l'eau douce et l'eau salée. J'aurai un chien et mon contact, un chapeau. Officiellement, il s'appelle Jean-Claude Alanic et dirige l'Institut d'aménagement de la Vilaine. Depuis le barrage, il y a 2 Vilaines bien distinctes, celle de l'amont, celle de l'aval. En amont, donc on a en fait isolé de l'influence océanique toute une région, et toute une région de marais en particulier. C'est un changement notable dans l'environnement d'une région. Hein, bon, un autre équilibre s'est trouvé, s'est formé au fur et à mesure des années. Alors en aval, les choses ont été beaucoup plus marquées. L'envasement donc s'est accéléré en une vingtaine d'années. C'est surtout en aval que les conséquences sont les plus lourdes, à savoir que l'envasement accentue les conflits d'usage. Les mytiliculteurs et les pêcheurs ont dû partir plus au large pour échapper au surenvasement. En revanche, grâce au barrage, la plaisance peut apprécier son mouillage en eau douce, le plus grand du Morbihan. L'objectif de départ du barrage était de lutter contre les inondations quand les crues se conjuguaient aux grandes marées. Le risque d'inondation existe toujours, mais il existe au moment des grandes crues. Et puis un autre aspect qui est important, c'est que la Vilaine est un point de prélèvement de l'eau douce pour faire de l'eau potable pour toute la région, très important. Donc ça, c'est le réservoir d'eau douce alors? Voilà, c'est le réservoir d'eau douce de la région. Bon, on va boire un coup? Oui. Grâce à la Vilaine, on ne risque plus de mourir de soif en ayant les pieds dans l'eau. Ce jour-là, l'eau douce tombait du ciel pour arroser la grande et belle baie de Kervoyal, la plage, la dune, les champs et nous. Vraiment, il n'y a pas d'urbanisation là, on est loin du stress du béton ici. Hein. Le regard court librement. Le crachin ne dérange pas Marie-Roberte Perron. Elle est présidente de l'association des Amis de Kervoyal et elle ne lâche pas le morceau quand il s'agit de défendre le coin qu'elle aime. Dans ce coin, c'est l'impression de campagne au bord de la mer et donc c'est quelque chose de très rare sur le continent. On peut encore avoir des espaces comme ça, de cette équivalence sur les îles, mais sur le continent... ça n'existe plus. Oui. Il y a moins de 10% du littoral breton qui est encore naturel. Donc vous voyez, c'est le moment de se battre pour sauvegarder ces espaces-là, pour les générations futures, parce qu'elles apprécieront. Il pleut jamais en Bretagne? Non, jamais. C'est exceptionnel là. On va les s'abriter quand même. Les nuages ont l'air de passer et on a continué. Si, c'est bon, la pluie s'est arrêtée. Pas un chat à Damgand, et si les volets sont fermés, ce n'est pas à cause du temps. C'est la ville du Morbihan où il y a le plus grand écart de population entre l'hiver et l'été. Le nombre d'habitants est multiplié par 30. Côté poubelle ou problème de robinet, le calcul est peut-être vite fait, mais sûrement pas facile à gérer. Passer la rivière de Pénerf,
On entre en presqu'île de Ruisse par la grande porte, l'immense plage de Sussigno. Et là, tout à coup, l'impression d'avoir remonté le temps. Des tours, des murailles, un château, le Moyen-Âge, le château de Sussigno, la résidence préférée des ducs de Bretagne. Vous venez, on y va? On y va. C'est pareil que ça se passe alors. Valérie a toutes les clés, c'est elle qui réveille les lieux chaque matin. Visite guidée privilégiée, le plumeau à la main. Tous les matins, j'arrive à 8h, j'ouvre à peu près une quinzaine de portes. Et je travaille donc de 8h jusqu'à 11h à entretenir le château, dépoussiérer. Voilà. Vous imaginez les femmes de ménage du Moyen-Âge? Pas trop, je voudrais pas être à leur place. Allez, je vais lui donner un coup de main, ça me permettra de toucher à tout. On dirait que je serais une princesse, encore Cendrillon. En ce moment, ça tombe bien, il y a une exposition tactile sur le bestiaire fantastique de l'art roman. Inutile de les dépoussiérer, les monstres d'autrefois n'ont pas pris une ride. Il aura fallu plus de 30 ans de travaux au département du Morbihan pour restaurer ce qui n'était plus qu'une gigantesque ruine. C'est au XIIIe siècle que les ducs de Bretagne se construisent cette petite résidence, idéale pour chasser dans les forêts d'alentour et profiter de la douceur du climat. 3 siècles de plaisir, défendus par l'eau, la mer et les marais. Puis le roi de France le confisque, ce sera le déclin. Mais du haut de ma tour d'ivoire, je vois le soleil qui poudroie, l'herbe qui verdoie et l'heure qui tournoie. Retour au XXIe siècle, sur l'impressionnant sentier côtier qui fait le tour du Grand Mont. Par temps clair, il paraît qu'on voit les îles, Watt, Eddick, Belle-Île. Une crique, des marches taillées dans les rochers et en bas la statue de Saint-Gildas. C'est ici que le moine aurait débarqué au début du VIe siècle pour fonder l'abbaye qui rayonnera des siècles sur toute la région. Enfin, la fameuse plage de Kervert, celle où Jean Loiseau a découvert la mer. Et là, fouillant les algues rouges et le goémon, un pêcheur à pied un peu particulier. Bonjour. Qu'est-ce que vous cherchez? Des crabes? Ah non, je cherche du bois flotté. C'est plus ou moins dans des poches, entre deux eaux, et quand tout ça est brassé par des tempêtes, la mer rejette sur la plage, et là c'est le trésor. Chic, une chasse au trésor. Il faut fouiller un peu des fois, hein. Alors, on en trouve quand même un petit peu. Bon, vous ferez votre choix après. Hein. Voilà. Ah, un beau là. Voilà. Ça, c'est un morceau magnifique. Parce qu'il y a du mouvement, en fait. Ah, c'est utile. Après, il faut pouvoir savoir l'utiliser. Puisque je ne transformerai pas le morceau. J'utiliserai tel quel. Celui-là, il a un truc dessus qui devrait vous plaire. Ah ouais, super. Les bras chargés de nos butins, on a suivi Pascal jusqu'à chez lui à Saint-Gildas-de-Ruisse. Et là, dans son atelier, on a compris. Pascal Bertrand est sculpteur uniquement à base de bois flotté. Que la côte est jolie de Saint-Gildas-au-Crouestier, mais que c'est construit. Depuis 50 ans, partout sur la presqu'île, il a poussé des toits ou des mâts. Ici, il n'y a plus de marins qu'ailleurs. Depuis sa création au milieu des champs, début 70, le port du Crouestier s'est agrandi au fil des ans jusqu'à ne plus pouvoir. Aujourd'hui, avec près de 1500 places, les limites sont atteintes. Problème, 3000 propriétaires sont encore sur liste d'attente. Pour les navigateurs comme Franck Daboville, trouver un emplacement est un vrai casse-tête. On n'a pas 36 solutions. Soit on fait la queue à la capitainerie pendant plusieurs années. Ah oui, à ce point-là. Voilà. Soit on a une solution de port à sec qui nous permet de sortir le bateau à chaque fois. Le bateau ne s'abîme pas,
l'entretien est beaucoup moins important. Et je pense que l'avantage majeur, c'est qu'il n'y a pas d'antifouling, il n'y a pas de peinture sur la coque qui va polluer en fait la mer. Donc ça a beaucoup d'avantages et je pense que c'est une solution pour le littoral aujourd'hui, pour les plaisanciers et les professionnels. Au port du Crouesty, pour sortir de l'eau et aller se garer au port à sec, les bateaux prennent l'ascenseur. Cet engin incroyable a été mis au point par une société d'automatisation automobile et Marc de Guélinck, le directeur du port. C'est quelque chose qui est nouveau, hein. C'est un numéro 1 ou un prototype, on peut l'appeler un peu comme on veut. On en est assez fiers parce que ça marche bien. La volonté, c'était de pouvoir trouver quelque chose de facile. Il fallait que ça soit rapide, facile en utilisation pour pouvoir faire des allers-retours de mise à l'eau permanente. L'intérêt pour les clients qui sont au port à sec, c'est qu'ils puissent naviguer quand ils le veulent, comme si leur bateau était à flot, de la même façon. Donc il faut qu'à n'importe quel moment, rapidement, on puisse mettre le bateau à l'eau. Avec ce type d'engin, on arrive à mettre des mises à l'eau en moins de 4 minutes. On dirait un jeu d'enfant. Prêtez-moi votre machine. On manie tout à partir de cette télécommande. Vous appuyez sur un bouton, ça démarre et tout le processus fait de façon automatique. Là, si j'appuie sur un bouton, il tombe pas à l'eau. Alors non, parce que là, on a été vigilant, on a mis en arrêt d'urgence, comme on vous a donné la télécommande. Vous êtes prudent, c'est bien. Un coup de fil à la capitainerie et 30 minutes plus tard, le bateau est remisé ou prêt à naviguer. Seule limitation, l'ascenseur est réservé aux bateaux, avec moteur hors bord, de moins de 7,50 m. Et voilà, rangé jusqu'à la prochaine fois. Plus que quelques enjambées avant la fin de notre sentier, il faut en profiter. À Port-Navalo, la presqu'île montre enfin ses deux profils, pile le grand océan, face le golfe du Morbihan, petite mer en breton. Et là où les deux mers se mêlent, finit notre chemin. Dommage, on était bien. Allez, à la niche le chien. Voilà, nous voilà de retour à Saint-Nazaire et Bernard, on va tout de suite, pour justement protéger ce beau littoral qu'on vient de voir, aller vers nos sentinelles. Bien sûr, parce que nos sentinelles continuent à nous alerter très régulièrement. Hier, par exemple, j'ai rencontré un paludier du côté de Guérande qui nous avait envoyé une info sur le site des sentinelles pour nous dire qu'il lutte avec un certain nombre d'associations contre un projet d'industrialisation, non, mais en tout cas immobilier en lisière du marais de Guérande. Écoutez ce qu'il a à dire. Alors ici, on est en bordure donc des marais salants et plus précisément à proximité d'un bras de mer qui alimente un tiers des marais salants de Guérande. Le problème, c'est que juste en bordure de ce bras de mer, il y a un projet immobilier qui est prévu avec donc une imperméabilisation des sols et la plantation de plusieurs bâtiments, donc une trentaine de maisons individuelles, des logements collectifs ainsi qu'un établissement pour personnes âgées et juste en bordure de marais dans une zone tampon importante qui est aujourd'hui classée en zone Natura 2000. Et ce qui est un peu paradoxal par rapport à ça, c'est que nos communes littorales qui, d'un côté, utilisent allègrement l'image du sel de Guérande et des marais salants, de l'autre côté, autorisent la construction de ce genre de projet ou ce genre de projet. Donc c'est un petit peu paradoxal, quoi. Oui. Alors, évidemment, c'est devant la justice, le Conseil d'État va trancher, et puis la mairie de Guérande explique que ce n'est pas elle, c'est pas le maire actuel qui a donné cette décision de construction, mais son prédécesseur, donc ils attendent une décision maintenant. Vous suivez l'affaire? Bien sûr. Alors la sélection vidéo, j'ai appris qu'il y avait des images de la construction des bâtiments dans lesquels nous sommes. C'est une de nos sentinelles qui nous a envoyé ça. Image d'archives, très jolie, en noir et blanc. Vous savez que cette station sous-marine a été construite par les Allemands, donc on va faire un petit flashback en arrière en 1941, regardez. La construction de la base est confiée à l'organisation Todd. Pour édifier un ensemble de cette taille en aussi peu de temps, les Allemands mettent au point une organisation impressionnante, à la fois souple et rigoureuse. Ils mettent fin à tous les travaux publics dans le département et ordonnent à l'administration française de lui fournir une main-d'œuvre qualifiée. Certains ouvriers sont embauchés directement par des entreprises allemandes. On voudrait pousser un coup de gueule. Des individus mal intentionnés veulent construire un port
et ils veulent tout bousiller. Taisez-vous les ringards. Ce qu'il faut à la région, c'est un renouveau, un nouvel élan dynamique. Oh là 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 là. Je me présente, Monsieur Dubois. Je me fais le défenseur de ceux que vous évoquez dans vos discussions, mais que vous ne nommez jamais. Je veux parler de la mer et ses poissons, et la plage. Munie d'énormes pinces, la Stenopus hispidus, ou grande nettoyeuse, semble garder l'infirmerie du récif en compagnie d'une colonie de crevettes de Grabam, occupée à soigner une murène noire, sérieusement blessée sous la bouche. Soigneusement, chaque partie du corps sera inspectée. Un des meilleurs exemples de symbiose nous est fourni par ces crevettes nettoyeuses et cette pauvre murène qui se fera soigner pendant de longues minutes. Bon, alors on dit évidemment que ça se fait pas. Ce sont des surfeurs très entraînés du Pays Basque. Eux peuvent se le permettre parce qu'ils ont l'habitude de prendre des montagnes d'eau sur la tête. Continuez à nous envoyer vos vidéos et vos photos sur france3.fr, rubrique Thalassa. Merci. On s'en va vers un autre littoral, Véronique, on s'en va dans l'océan Indien. Oui, à Madagascar. Alors l'île en ce moment, on en parle beaucoup dans l'actualité pour les graves troubles politiques qu'elle traverse. Mais il y a quelques mois, une équipe de Thalassa était dans le sud-ouest de l'île pour partager le quotidien des habitants des salines de Tuléar. Au même moment, il y avait des paludiers de Guérande, qui étaient là pour aider ou apporter leur savoir-faire. Car à Tuléar, le sel, c'est tout simplement la vie. D'abord, on ne distingue que des silhouettes cassées en deux, des bras tendus vers la terre. Puis l'œil est attiré par une étrange lumière qui joue avec l'eau et le soleil, comme un mirage dans ce paysage aride et desséché. Nous sommes dans les salines de Tuléar. Il y a 50 ans, je me promenais ici par hasard. Je suis tombé sur un Chinois qui travaillait le sel, là, juste à côté. C'était en 1965. Et je dois avouer que c'est à ce moment-là que j'ai découvert que le sel venait de la mer. À l'époque, nous, les Malgaches, on pensait que le sel était une invention importée de chez eux par les Vasas, les Blancs. Dans une autre vie, Seli Vayek était fonctionnaire. Mais en 1965, il est devenu le premier producteur de sel de Tuléar. Avec d'autres exploitants sur ce terrain vague, il a recréé la Société du Sud malgache. À sa tête, les grandes familles. Et tout en bas, les pieds rongés par le sel, les ramasseuses, comme Ariel. Pour moi, ramasseuse, c'est un travail vraiment dur. Il faut gratter sans arrêt, tu passes ton temps à ramasser, tu es tout le temps courbé. Ça fait mal au dos, ça donne des douleurs aux hanches. C'est pourquoi c'est très dur. Tu fais des tas toute la journée, ça n'en finit pas. Pourtant, Ariel sait qu'elle n'a pas intérêt à se plaindre. Le travail est rare, la concurrence rude, même pour gagner 5 centimes du panier. Les ouvriers du sel sont engagés à la journée, sans aucune garantie. Et les patrons ne font pas de cadeaux. Je viens ici chaque matin surveiller le travail de mes personnels.
Je leur dis ce qu'il faut refaire, je leur donne d'autres tâches. C'est pour ça que je suis obligé de venir tôt le matin. Après, il fait trop chaud et c'est dangereux de rester ici. À 72 ans, Seli Vayek, le producteur, cultive cette image de patron exigeant. Grâce au sel, il s'est constitué un petit empire. Autour des salines, les cases ont poussé comme des champignons et ont fini par former une sorte de village. Les forçats du sel y côtoient les réfugiés de la sécheresse. C'est ici que vit Ariel, la ramasseuse. C'est l'hiver, les nuits sont froides, ses enfants n'ont pas bien dormi. Elle est debout depuis 5 heures du matin. Tout repose sur mes épaules, moi, leur mère. Je n'en peux plus de courir chaque jour pour essayer de nourrir mes enfants. Vous voyez, notre quartier n'arrête pas de grossir. Aujourd'hui, on a en plus tous les immigrants qui fuient la sécheresse. Pourtant, il n'y a que la saline comme boulot. On n'a que des misères. On travaille dans la boue, c'est la seule activité qu'il y a. Et même avec ça, on n'y arrive pas. Aux salines, chaque journée commence par la corvée d'eau. Depuis 2 ans, c'est une denrée payante. Josepha facture le nombre de seaux et distille en même temps les nouvelles du quartier. Pour Ariel, c'est presque un moment de détente. Pourtant, dans ce lieu oublié de tous, un petit miracle s'est produit. Une délégation de l'UNICEF contre le travail des enfants est venue un jour jusqu'ici. C'est ce jour-là qu'est né le projet d'une école des salines. Un bâtiment en dur, des fournitures gratuites et un vrai repas par jour, une situation rare à Madagascar. L'âme de ce projet s'appelle Bienvenue. Avant, il travaillait aux salines. Aujourd'hui, il est instituteur. L'école accueille 400 enfants de 6 à 14 ans, mais seulement à tour de rôle, faute de place. Avant, la plupart de ces enfants travaillaient dans les salines. Au début, j'ai été obligé de me rendre en personne sur les lieux. Je demandais « À qui sont ces enfants? Pourquoi ils ne sont pas à l'école ?» La réponse était toujours « Non, j'ai besoin de son aide. » Mais regarde cet enfant, il ne travaille même pas très bien, laisse-le étudier. Regarde la situation des gens qui ont fait des études, compare avec les illettrés. J'ai fait des comparaisons avec des gens qu'ils connaissaient. Et c'est comme ça que j'ai réussi à les convaincre d'envoyer leurs enfants à l'école. Si Bienvenue connaît tout le monde, c'est qu'il habite au cœur du quartier des Salines. Voici mon lit. Il est à une place. C'est là que je dors avec ma petite fille. Les grands dorment par terre sur une natte. Là, on voit encore des traces de fumée. Ici, avant, c'était la cuisine de mon père. Et quand maman est morte, comme je n'avais pas de maison, j'ai été obligé de m'installer ici. Tout ce que je possède est là. Dans le quartier, Bienvenue joue les médiateurs ou les conseillers. C'est qu'il est le seul à savoir lire et écrire. Aujourd'hui, c'est son voisin Gabi qui vient le voir. Son père est malade, il veut réunir la famille. C'est comment encore le nom de ton fils? Naov, d'accord. Tu as besoin de lui? Oui, dis-leur à lui et sa femme que j'ai besoin d'eux d'urgence. Son père a besoin de lui. Qu'ils viennent tous les deux. C'est fini, tu dois signer ici car tu es le père. Cette lettre est à toi. Ben non, je ne sais pas signer. Fais ta signature.
Sur les salines de Tuléar, une petite révolution est en marche. Devant les conséquences dramatiques du manque d'iode dans les pays pauvres, l'UNICEF a lancé une campagne mondiale d'enrichissement du sel. Le gouvernement malgache tente de la mettre en œuvre à Tuléar, avec l'aide de Transmad, une ONG française. Le sel a été choisi comme vecteur car c'est un aliment bon marché, consommé par les populations les plus pauvres. Darin est l'un des producteurs qui a accepté de s'impliquer dans cette campagne. Avant, j'étais commandeur, c'est-à-dire contremaître dans la saline de Madame Germaine. J'ai fait ça pendant 2 ans. Après, je l'ai quitté et je me suis mis à mon compte. Depuis 2000, je suis devenu moi-même producteur. On nous a expliqué que notre sel servirait pour la santé des gens. On ne le savait pas, mais l'iode permet d'éviter d'attraper le goitre. Le fluor aussi, selon le gouvernement, c'est bon pour les dents. Maintenant, j'ai bien compris l'utilité de tout ça. La réussite de la campagne passe par cette machine. Le sel y est enrichi en fluor et en iode, car contrairement à une idée reçue, il n'en contient pas naturellement. Le manque d'iode chez l'enfant a des conséquences dramatiques. La plus visible est le goitre, mais il est aussi l'une des causes du nanisme et de retard mental. Quant au fluor, il est nécessaire à la bonne santé des dents. Dans les salines de Tuléar se joue donc aujourd'hui une partie de l'avenir sanitaire du Grand Sud de Madagascar. Le petit monde des salines s'est développé dans la grande banlieue de Tuléar, une métropole du sud-ouest malgache en perpétuelle extension. C'est là que vit Monsieur Vayek, le producteur de sel. C'est un homme à la vie bien réglée. Après une visite matinale aux salines, un petit tour dans le centre pour sentir le pouls, les humeurs de sa ville. Il se réjouit que cette campagne d'enrichissement du sel relance un peu le commerce. Car ici, à 1000 km de la capitale, les opportunités d'affaires sont rares. Cette ville est vraiment loin de tout, c'est vrai. Mais c'est ainsi que Dieu l'a voulu et il faut l'accepter. Mais pour moi, vous savez, c'est mieux qu'elle soit un peu isolée. Plus il y a de monde, plus il y a de violence, et cela ne peut qu'engendrer toujours plus de tensions. Monsieur Vayek est fier de sa réussite. De sa maison en dur, la première du quartier, de ses 10 enfants, de ses 2 épouses. Son bonheur serait complet si ses fils s'intéressaient un peu plus à son entreprise. Car pour Seli Vayek, le sel reste une valeur sûre. La vie à Tuléar est plus dure qu'avant. Le chômage a grimpé en flèche, et quand il y a beaucoup de gens inactifs, il y a beaucoup d'agressions. Ici, les agressions vont jusqu'au meurtre. Dans notre malheur, nous remercions le Créateur pour l'existence de la mer. Nous vivons le long du canal du Mozambique. La mer est une formidable source de vie pour nous les Vèzes. C'est une inépuisable source de revenus. Le programme de l'UNICEF a redonné un coup de fouet au commerce du sel et par là même au vieux port de Tuléar. Aujourd'hui, plusieurs tonnes de sel iodé et fluoré vont prendre le bateau direction au Morombe, à 200 km, un peu le bout du monde. Tous veulent profiter de l'aubaine. Les dockers, les conducteurs de charrettes avec leurs zébus. Et Alpha, leur chef, se retrouve très vite dépassé.
Les ébus n'arrivent plus à transporter les sacs, c'est trop lourd. On paye les gars 10 centimes d'euros par sac, alors ils en mettent 15 par charrette. C'est trop. Ils se disent qu'ils vont pouvoir acheter plus de foin pour leurs ébus, mais les ébus n'arrivent plus à tirer. Le temps presse, le bateau doit être chargé avant la marée montante. Le boutre de Renaud Justin devient peu à peu un bazar flottant. Avec le sel, on entasse du ciment, de la bière, mais aussi des dizaines de maisons traditionnelles préfabriquées. Pour le moment, on est bloqué. On attend la marée, le vent et les papiers des douanes qui ne sont pas encore délivrés. Et puis, il faut trouver encore d'autres marchandises pour que le bateau parte à plein. De toute façon, on a besoin du vent du sud pour partir là-bas. Et tant que c'est le vent contraire qui souffle, on ne peut rien faire. Pendant ce temps, Ariel et les autres ramasseuses poursuivent leur inlassable quête de sel. Mais ce matin, le contremaître leur a annoncé une mauvaise nouvelle. Ils viennent de nous dire qu'il n'y aura plus de travail dans les prochains jours. Ça arrive souvent. Je dois toujours avoir une solution de rechange dans la tête. Là, il faut que j'aille à la plage ramasser des crabes pour nourrir mes enfants. Dans le village, la plupart des habitants sont des femmes qui élèvent seules leurs enfants. Bienvenue n'a qu'une idée en tête, arracher ses enfants au monde impitoyable du sel. Il y a 2 ans, sa femme est morte de la tuberculose. Il n'a pas eu les moyens de garder ses 6 enfants auprès de lui, sauf Lucie, la petite dernière, qu'il pousse dans les études. Moi, j'ai dû lutter seul dans la vie. Mes enfants sont tous dispersés dans différentes familles. Et je me suis toujours dit que si on m'avait un peu aidé, j'aurais pu les garder auprès de moi. Depuis que ma femme est morte, j'essaye de me remarier. J'aurais bien envie. Ma nouvelle épouse m'aiderait dans l'éducation des enfants. Dans ce pays, il faut dépenser tellement d'argent pour se marier que même en tant qu'instituteur, je sais que je n'y arriverai jamais. Du coup, Bienvenue s'occupe des enfants du quartier comme s'ils étaient les siens. C'est la fête pour tout le monde aujourd'hui, c'est un événement. C'est une grande première dans le quartier. Vous savez, les jeunes, ils ne voient les films qu'en cassette sur des vidéos minuscules. Alors vous pensez bien que voir les choses sur grand écran et en plein air, c'est une première fois dont ils vont se souvenir. Enfin, le vent du sud et la marée sont arrivés. Le bateau voyagera entre 2 et 5 jours, livré aux caprices du vent. Pour les Salines, petit monde fragile et ignoré de tous, l'avenir aussi semble bien incertain. Voilà, c'était les Paludiers de Madagascar. Je voudrais remercier Jean-Bernard Pouy de nous avoir accompagnés ce soir. J'espère que vous avez fait un beau voyage. Ah oui, oui. Je vous rappelle que si vous voulez envoyer des dons aux associations de Mbour, au Sénégal, il vous suffit de faire france3.fr. Voilà, toute l'équipe vous remercie de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine dans le Morbihan, en direct de l'île de Saint-Cado. Toute l'équipe vous dit à bientôt et bon vent.
Thalassa avec Georges Pernou, c'est aussi à retrouver sur France3.fr. Le 26 mars 2002, Richard Durne a tué 8 membres du conseil municipal de Nanterre et en a blessé 19 autres. Il y a autopsie d'un massacre, après Soir 3. Dans un instant, le Soir 3, nous ferons le point sur la situation en Guadeloupe. Une réunion est en cours entre le LKP et une partie minoritaire du patronat. Le MEDEF refuse d'y siéger. Nous recevrons l'écrivain martiniquais Édouard Glissant dans ce journal. Barack Obama a annoncé son calendrier pour un retrait des troupes en Irak. Objectif 0 GI sur le sol irakien d'ici fin 2011. Enfin, autre invité, Marie-Claude Pietragala sera des nôtres pour nous présenter son Marco Polo. A tout de suite, la météo avec Fabienne Amiac. Et ce rouge, mais tu le vois, ce rouge, un pourpre, à la limite du grenat. Mais il est naturel, c'est un vrai rouge. Il n'hésite pas, hein. Tu l'entends, ce rouge? Parce que moi, il me parle. Qui mange du bœuf, mange du bœuf. Demain sur France Télévisions. France 2, Nagui présente les victoires de la musique en direct du Zénith. France 3, Virginie Lemoine accueille un ado qui veut voler de ses propres ailes. France 4, en direct, Didier Gustin croque la pomme dans Adam et Ève. France 5, Échappée belle, Sophie Jovillard s'envole pour le Kenya. France O, Studio M, Claude Grunitzky, Malika Bellaribi, Christian Bertin. Demain sur France Télévisions, vous aurez tous les choix. Pour les prévisions météo, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Je vous souhaite une très belle fin de soirée en notre compagnie. Demain, samedi, sera une journée printanière. Nous avons eu 23 degrés aujourd'hui à Perpignan. Demain, vous allez voir cette douceur. Toutefois, dans la matinée, nous aurons encore un voile nuageux sur le nord du pays lié à la perturbation d'aujourd'hui qui traînera encore un peu. Alors, pas mal de nuages, des côtes de la Manche aux frontières de l'Est, mais avec une belle luminosité. Des nuages un petit peu moins présents, mais des bancs de brouillard évolueront des pays de la Loire au centre jusqu'à la région Rhône-Alpes, sur la Bourgogne et la Franche-Comté. Plus au sud, ce sera beau, mais on assiste déjà à une dégradation sur le Languedoc-Roussillon. Tout d'abord un voile de nuages poussé par des vents marins. Les nuages dans l'après-midi vont progresser et ça deviendra plus gris sur le bassin méditerranéen jusqu'à la Corse avec de la pluie. Et ces petites averses, eh bien, elles vont devenir de plus en plus abondantes au fil de la nuit. Alors ce vent de sud-est sera compris entre 50 et 80 km par heure en rafale. Sur le sud-ouest, ça deviendra un petit peu plus voilé que dans la matinée. Les températures minimales offriront des valeurs en progression. -1 à 9 degrés. On aura un petit peu de fraîcheur, vous le voyez, dans la région du Cantal, ainsi que sur l'est du pays, dans la région de Grenoble ou de Lyon aussi, en remontant un petit peu sur l'Alsace. Dans l'après-midi, les températures maximales seront en très nette progression. Elles seront quasi printanières, comprises entre 11 et 20 degrés. Sous abri, et ça pourrait grimper sous le soleil. Regardez la tendance pour dimanche. Ce sera plus calme sur toute la moitié nord, mais beaucoup plus instable sur le sud du pays. Avec ces dégradations liées à la dépression sur l'Espagne, nous aurons des averses sur le quart sud-ouest de la France, de la pluie sur le quart sud-est avec un vent de sud-est et même un petit peu de neige. Et lundi, eh bien, ce sera de la pluie, de la neige dans le corps de cette perturbation des Pyrénées aux Alpes, tandis que sur le quart nord-ouest, nous resterons sous le soleil avec des températures très douces. Bonne soirée. Tout de suite, c'est le Soir 3. Demain, nous fêterons Romain. C'était les prévisions météo avec Monsieur Bricolage. Elle est en phase aiguë de coma depuis l'accident. Je sais que tu m'entends, Fiona. Pourquoi tu m'as pas dit que t'étais enceinte? Elle ne voulait plus vous revoir. Fiona! Tu es son amoureux alors. C'est pour ça qu'elle te garde dans la boîte en fer. Un accident provoqué, une première rencontre. Alice? L'hôpital, le coma, les tuyaux partout. Un appel au secours. Alice, c'est ma fille, n'est-ce pas? Vous en doutez? Un père de groupe AB ne peut pas avoir un enfant de groupe O. C'est génétiquement impossible. Révélation, manipulation. Que cache la naissance d'Alice? Dimanche à 20h35 sur France 3. Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais. Bonjour Monsieur Tadei. On revient sur l'actualité de la semaine. Maintenant c'est la crise. J'ai le pouvoir de dire oui. C'est ça que je veux mettre en question. Je comprends pas. Je vais vous dire la vérité. C'était très intéressant. J'imagine. Les grands débats actuels revisités par les personnalités. La musique c'est quelque chose d'intouchable. Au point qu'on en a fait une théorie. Vous rendez léger quelque chose qui ne l'est pas. Pourquoi pas? On ne sait jamais. Ce sera le mot de la fin. Merci d'être venu ce soir. Plus tôt, plus prestigieux, plus serré. Ce soir ou jamais, du lundi au jeudi à 23h sur France 3. Bonsoir, voici les titres de ce soir 3. Un contrôle d'identité qui tourne mal. Un jeune homme a dû être hospitalisé à Paris. Il aurait été grièvement blessé après un contrôle de police. Une enquête vient d'être ouverte. En Guadeloupe, on se rapproche à grands pas d'une sortie de crise. L'État accepte de verser la moitié des 200 € d'augmentation pour les bas salaires, mais le MEDEF confirme qu'il ne signera pas. De nouvelles négociations sont en cours. Édouard Glissant, le grand écrivain martiniquais, est notre invité. Il nous livrera son analyse de cette crise historique. Barack Obama lève le voile sur le calendrier de retrait des troupes en Irak. Le gros des soldats américains devrait se retirer du pays d'ici août 2010. Enfin, de la danse pour terminer ce journal, avec les premières images de la nouvelle création de Marie-Claude Pietragala, Marco Polo, une grande fresque sur les pas du navigateur italien. L'étoile sera sur ce plateau pour nous raconter cette aventure à 20 danseurs. Mais d'abord, cette affaire, un jeune homme aurait été très violemment molesté par des policiers. Les faits se sont déroulés à Paris lors d'un contrôle d'identité. Le jeune homme est sorti de l'hôpital après de lourdes interventions. La préfecture de police vient de confier le dossier à l'IGS, la police des polices. Florence Trintignac, Édouard Dacosta et Guy Nevers. Depuis 2 semaines, Daniel passe de la colère à la peur. Dans ce sac, le blouson et le jean de son fils, maculés de sang. Le jeune homme de 22 ans a eu la mâchoire brisée pendant un contrôle de police. Il avait carrément la mâchoire pendante. 5 heures au bloc, 3 plaques en fer pour consolider les os, des dents ressoudées une à la mâchoire et une interruption de travail de 60 jours. Il peut y avoir des conséquences graves, c'est un traumatisme grave, il peut y avoir des conséquences au point de vue trou de mémoire, on ne sait pas ce qu'il peut avoir, on ne sait pas. Le jeune homme, lui, a peur de témoigner à visage découvert. Le 12 février, à 5 heures du matin, il rentre chez lui à pied avec un copain dans le 18e arrondissement. Un premier contrôle d'identité, puis les 2 garçons repartent. Même pas 10 minutes après, on a avancé, ils sont revenus sur nous, ils nous ont recontrôlé, mais ça s'est mal passé. Voilà, ils nous ont tapé et tout. Après moi, ils m'ont ramené dans le camion. Puis voilà, il y en a un, il m'a mis un coup de matraque dans la tête. Et j'étais par terre. Je sais qu'au même moment qu'il m'a tapé, ils ont ramené mon collègue dans le camion, donc ça veut dire que lui, il a tout vu. J'étais par terre, j'étais en train de saigner et ça. Même, je crois, il me tapait encore quand j'étais en train de saigner. Et puis voilà, je me suis réveillé à l'hôpital. Le jeune homme est déposé par la police aux urgences de cet hôpital. Son ami, lui, finit la nuit en cellule de dégrisement dans un commissariat du 18e avant d'être relâché. Les 2 garçons auraient été interpellés dans cette impasse selon la préfecture de police après que 2 femmes se soient fait agresser et voler leur sac. Les 2 garçons étaient, toujours selon la police, en état d'ébriété. Pourtant, à ce jour, aucun d'entre eux ne fait l'objet de la moindre poursuite. Le fait qu'il n'y ait pas eu de réaction de la part de la police